allons maintenant détailler les cavités cardiaques les unes après les autres en suivant le cours du flux sanguin. Et nous allons donc commencer par les cavités droites et en particulier l'atrium droit. Voici une vue latérale droite de l'atrium droit ou oreillette droite qui va insister sur les constituants de l'atrium droit. C'est en effet une cavité cardiaque complexe dont on peut faire apparaître trois constituants successifs. Il y a tout d'abord en arrière, dorsalement, une première partie avec des parois lisses qui dérivent du sinus veineux de l'embryon. Les parois de cette partie dorsale de l'atrium sont très proches des parois des veines caves crâniales et caudales. Voici ici les flux sanguins caves supérieurs et inférieurs qui convergent dans cette première portion de l'atrium droit. Dans cette première portion, les sangs caves supérieurs et inférieurs vont se mélanger. En effet, les sangs veineux supérieurs et inférieurs n'ont pas exactement la même composition, puisque la veine cave inférieure ramène du sang issu du tube digestif, et donc un sang qui aura une composition différente en fonction des moments de la digestion. La première portion de l'atrium droit est donc là pour essayer d'homogénéiser les sangs veineux caves supérieurs et inférieurs. L'homme étant un animal fait pour vivre en position érigée, on comprend aisément que le flux sanguin qui provient de la veine cave inférieure et qui remonte jusque dans l'atrium droit risquerait à chaque station érigée de redescendre dans la veine cave inférieure après avoir atteint l'atrium droit. Il y a donc à proximité de la terminaison de la veine cave inférieure une valve qui est ici soulignée en vert qui va basculer vers l'arrière chaque fois que l'oreillette droite va se mettre en contraction, c'est-à-dire en systole, pour éviter au sang veineux de redescendre dans la veine cave inférieure. Autre élément à noter dans cette première portion de l'atrium droit, il existe du côté septal, c'est-à-dire dans la cloison qui la sépare de l'oreillette gauche, des petits orifices veineux qui sont des veines dites minimes de drainage des parois du cœur. Ces veines s'ouvrent donc dans la cavité atriale droite. Enfin, la paroi septale de cette première portion de l'atrium droit est marquée par une dépression ovale qu'on appelle la fosse ovale dans la partie basse de ce septum. À la surface de cette paroi, de cette partie lisse de l'atrium droit, on retrouve donc la crête terminale qui correspond au sulcus terminal qu'on avait décrit à l'extérieur des cavités du cœur. Cette crête terminale marque de façon très nette le passage à la cavité suivante qui a, elle, une paroi pectinée, une paroi musculaire. C'est cette portion qui va pouvoir se contracter pour chasser le sang dans la cavité ventriculaire. C'est aussi cette portion qui porte l'auricule droite, qui est en fait un diverticule dans la cavité atriale droite, capable de juguler des hyperpressions lors des afflux sanguins dans les cavités droites du cœur. C'est en quelque sorte une soupape de sécurité qui est là pour maintenir une pression à peu près stable dans l'atrium droit. Cette deuxième portion atriale, portion pectinée, porte au niveau de sa paroi septale un orifice qui s'appelle l'ostium du sinus coronaire. Cet orifice correspond à la terminaison du sinus coronaire qui est la veine principale
qui draine toute la circulation veineuse des parois du cœur. Il y a à ce niveau une petite structure valvulaire qui est là encore pour éviter le reflux sanguin de l'atrium droit dans le sinus coronaire lors de la contraction de l'oreillette. La dernière partie, qui est aussi la plus réduite, est un simple cône fibreux, cône d'éjection, qui est là en fait pour jouer le rôle de gicleur et diriger le flux sanguin vers le ventricule droit. Il faut simplement noter que ce cône d'éjection est perforé crânialement pour laisser le passage à une des veines du ventricule droit, qui va donc se drainer de façon indépendante directement dans les cavités droites du cœur. Nous allons ici décrire l'intérieur de la cavité ventriculaire droite. Voici une vue latérale droite du ventricule droit largement ouvert pour laisser apparaître l'intérieur de sa cavité et suffisamment ouvert également pour pouvoir extraire du ventricule l'ensemble de la valve atrio-ventriculaire droite. Voici tout d'abord la face atriale, celle qui est donc tournée vers l'atrium droit. C'est cette face qui va porter la valve atrio-ventriculaire. La face septale, elle aussi invisible, va séparer les deux ventricules gauche et droit. La face sternocostale, c'est celle qui est tournée vers la paroi thoracique et c'est celle sur ce schéma qui a été largement ouverte pour voir l'intérieur du ventricule. La face diaphragmatique est en fait celle sur laquelle repose la pyramide que forme le ventricule droit. Voici donc en gris l'orifice atrio-ventriculaire vidé de sa valve à 3 cuspides. Cuspide antérieure, postérieure et cuspide septale, un peu plus étendue que les deux autres. On l'appelle donc la valve tricuspide ou valve atrio-ventriculaire droite. Cette valve va être animée par les muscles papillaires antérieurs tout d'abord, celui qui est représenté en 1 sur le schéma, muscle papillaire postérieur et un muscle papillaire septal parce que fixé sur le septum interventriculaire lui-même. On retrouve donc ces 3 aspérités à l'intérieur de la cavité du ventricule. On retrouve également un autre relief qui est propre au ventricule droit, qu'on appelle la trabécule septomarginale, qui est une sorte de pont à plusieurs arches tendues entre la face septale et la face diaphragmatique du ventricule. Nous verrons plus loin que cette trabécule va contenir un rameau de tissu cardio-necteur. Ce qui constitue le sommet de cette pyramide, c'est en fait l'orifice de sortie du ventricule droit, c'est-à-dire le tronc pulmonaire. Ce tronc pulmonaire est équipé d'une valve à 3 valvules. Ces valvules sont toutes les 3 de la même dimension. Elles ont une forme de demi-lune. Ce sont les 3 valvules semi-lunaires. Nous allons comprendre leur fonctionnement sur le dernier schéma de cette diapositive en bas à droite. Ce schéma représente l'arrivée du sang depuis, vers la gauche, l'oreillette droite, jusque dans la cavité ventriculaire droite. De l'oreillette vers le ventricule, le sang a un trajet pratiquement horizontal. La valve atrio-ventriculaire va se refermer, le sang s'accumule dans le ventricule droit, et lors de la systole du ventricule droit, lors de la contraction du ventricule droit,
le sang va être propulsé pratiquement à 90 degrés vers le haut, c'est-à-dire vers le tronc pulmonaire. Il y a à ce niveau une chambre de chasse avec une paroi lisse qu'on appelle l'infundibulum pulmonaire. À la fin de l'infundibulum, on trouve l'appareil des valvules semilunaires et ce n'est au-dessus de ces valvules que commence l'artère pulmonaire, le tronc pulmonaire. On comprend ainsi que sous pression, le sang va traverser ces valvules semilunaires, passer dans l'artère pulmonaire. En fin de systole du ventricule, la colonne de sang dans l'artère pulmonaire va appuyer sur les valvules semilunaires, les plaquer les unes contre les autres et fermer l'infundibulum pulmonaire. Il n'y aura donc pas de retour possible de l'artère pulmonaire dans l'infundibulum. Voici une vue maintenant de l'atrium gauche. Et pour cela, nous avons utilisé une vue de la face pulmonaire du cœur, donc de la face gauche du cœur, qui est ici représentée. Et nous avons réalisé une large ouverture quadrilatère à travers la paroi de l'oreillette gauche, en avant de la terminaison des veines pulmonaires. C'est ce que représente ici cette zone hachurée. Voici donc la vue de l'atrium gauche ouvert. Et l'on voit au fond de l'atrium gauche la face septale qui sépare l'atrium gauche de l'atrium droit. La partie haute de ce septum est marquée par une valvule, dite valvule du foramen ovale. On expliquera plus loin l'origine embryologique de cette structure. Le schéma repose sur la face diaphragmatique du cœur. La face dorsale reçoit la terminaison des 4 veines pulmonaires qui convergent vers le centre de la cavité atriale. La cavité atriale a un diverticule appelé auricule gauche qui, là encore, joue le rôle d'une soupape de sécurité, c'est-à-dire d'une chambre qui permet de réguler la pression à l'intérieur des cavités gauches et éviter les surpressions. La face atrio-ventriculaire de l'atrium gauche est percée d'un orifice atrio-ventriculaire appelé orifice mitral, car la valve qui va prendre place sur cet orifice s'appelle la valve mitrale ou valve atrio-ventriculaire gauche. Si l'on réalise maintenant une coupe à peu près horizontale, telle que le plan le représente sur le schéma en cartouche, ou tel que le représente ici ce cadre marqué de pointillés rouges, voici l'aspect des cavités vu par au-dessus, avec la représentation du flux sanguin. Voici le flux sanguin qui arrive des veines pulmonaires, ici veine pulmonaire inférieure, droite et gauche. Ce sang converge dans la cavité atriale et passe à travers l'orifice atrio-ventriculaire gauche ou orifice mitral. Le sang est propulsé en direction de l'apex du cœur, puis au sein du ventricule gauche, il va avoir une trajectoire ensuite inversée, comme si le sang propulsé de l'oreillette gauche allait rebondir sur la face antérieure du ventricule gauche pour repartir vers l'arrière. On voit ici la cuspide septale de cette valve mitrale qui va jouer un rôle de rampe de lancement pour le sang qui partira du ventricule gauche en direction de l'aorte ascendante. On lui oppose la deuxième cuspide ou cuspide pariétale moins large. Voici une vue de l'intérieur de la cavité du ventricule gauche, réalisée après avoir ouvert largement le ventricule gauche sur sa face pulmonaire.
Voici en cartouche donc l'incision qui permet d'ouvrir le ventricule et en dessous l'aspect de cette cavité cardiaque ouverte. L'arrière-plan est celui du septum interventriculaire, donc entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Ce septum a un aspect différent entre la portion crâniale et dorsale et la portion caudale et ventrale. Cette portion crâniale et dorsale est une portion lisse, extrêmement mince, qui permet presque par transparence d'apercevoir la cavité ventriculaire droite. Alors que la partie ventrale et caudale du septum est beaucoup plus épaisse et trabéculée. Voici l'orifice atrioventriculaire gauche, appelé encore orifice mitral, et cette valve mitrale maintenant extraite de l'intérieur de la cavité. L'appellation valve mitrale provient de la vieille nomenclature anatomique dans laquelle les anatomistes comparaient cette valve à une mitre d'évêque avec ses deux portions asymétriques. Portion asymétrique septale ou encore cuspide septale, qui ne représente pas la demi-circonférence de l'orifice, qui est par contre large, et cuspide pariétale, ou portion pariétale de la valve, qui est elle plus étroite, mais qui déborde largement sur l'hémiscirconférence opposée. Deux muscles papillaires vont animer les cordages de cette valve, le muscle papillaire postérieur et le muscle papillaire antérieur. Le sang contenu dans le ventricule gauche sera propulsé vers l'aorte et dans ce mouvement, le sang prendra donc appui sur la cuspide septale qui se comportera comme une rampe de lancement qui dirigera le sang vers le haut et en arrière à travers l'orifice de l'aorte ascendante. Cet orifice est marqué de 3 valvules, dites valvules semilunaires aortiques, qui permettront donc au sang de monter du ventricule dans l'aorte ascendante, mais qui éviteront au sang de redescendre dans la cavité ventriculaire après la contraction du ventricule.